Bonjour Stéphane Blé. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots pour les internautes, s'il vous plaît? Oui, je suis pianiste, concertiste, compositeur, professeur honoraire à l'école normale de musique de Paris, et puis j'ai écrit quelques ouvrages sur la musique et aussi sur la franc-maçonnerie, dont j'ai été membre, on dira 10 ans, un petit peu plus de 10 ans, et dont je suis parti il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. D'accord. Comment avez-vous été introduit dans la franc-maçonnerie? Alors en fait, j'étais toujours dans ma vie passionné par le côté initiatique et par l'astrologie, par le symbolisme, par les langues anciennes, et j'avais un ami qui avait été initié à des choses qui n'ont rien à voir avec la franc-maçonnerie, mais qui travaille beaucoup sur les langues anciennes. Il se trouve qu'il faisait partie également d'une loge maçonnique, et il m'avait proposé d'y rentrer. Je lui ai dit non au départ parce que ça ne m'intéressait pas trop, et 2 ans après, il m'a parlé de cette loge. Il se trouve qu'on y avait des personnes communes. J'ai dit oui, et puis voilà, ça s'est fait un petit peu par hasard. Donc c'était pas une obsession du tout de rentrer chez les francs-maçons, parce que j'avais déjà refusé une fois, mais ça me semblait au fond coïncider avec ce que je recherchais. Ça l'a été pendant un moment, tant que j'ai pas vu tout ce que j'ai pu voir après, mais ça n'a pas forcément duré. D'accord. Et pourquoi l'avez-vous quitté justement? Je l'ai quitté parce que je suis très inquiet de la tournure que ça prend, que je suis persuadé que les véritables raisons qui font que la plupart des frères entrent en maçonnerie, ou des sœurs d'ailleurs, ces objectifs, ce ne sont pas les vrais objectifs poursuivis, qu'il faut longtemps pour le voir, et en particulier parce que je suis scandalisé de la machine de guerre que c'est en train de devenir contre les religions. Ce n'est pas le rôle de la franc-maçonnerie de créer une nouvelle religion, l'athéisme, non. Défendre la laïcité au sens du respect des croyances ou des non-croyances de l'autre, d'accord, mais c'est pas du tout ce qui se passe, en tout cas c'est pas comme ça que je le ressens. Et effectivement, quand on voit des Caroline Fourest ou autres venir faire des tenues blanches, c'est pas mon truc. Et il y a vraiment un dérapage entre la laïcité et le laïcisme, et là on a même entendu Payon, l'ancien ministre celui qui était à la place de, comment elle s'appelle, Belkacem, là, voilà, ministre de l'Éducation nationale, qui avait dit la laïcité sera la religion du XXIe siècle. Et il m'a semblé que la franc-maçonnerie devenait l'instrument, enfin la machine de guerre de ça. Et je ne veux pas en faire partie, du tout. C'est pas le but pour lequel j'étais entré. Et donc actuellement, quel est le but finalement de la franc-maçonnerie? Alors, but officiel ou officieux, ça, vous savez, le but officiel, enfin ce qu'on dit, ce que disent les francs-maçons par exemple, qui vont demander à quelqu'un est-ce que tu veux rentrer, etc., c'est le partage de valeurs plutôt philosophiques, d'échanges, d'une spiritualité qui ne soit pas dogmatique, ça c'est ce qu'on dit, mais finalement il y a des contradictions quand même, puisque un des livres phares de la franc-maçonnerie, c'est le dogme rituel d'Albert Pike, qui était quand même un type très très contestable, d'abord, qui a eu, on va dire, des liens avec le Ku Klux Klan, j'en dirais pas plus, mais enfin c'est facile à retrouver, et qui donc écrit en plus un dogme. Donc on est censé être adogmatique par essence, et là on se retrouve après un certain temps avec ce livre qui est considéré comme la Bible maçonnique, puisque les rituels du rite écossais ancien et accepté ont été revus par ce personnage. Donc en fait, le véritable but, on peut se demander ce que c'est, mais il y a une dichotomie entre le côté soi-disant très libre d'échanges philosophiques, qui existe aussi à certains degrés, et puis l'attitude, me semble-t-il, des obédiences. Et quelles sont les choses qui vous ont le plus choqué au sein de la franc-maçonnerie? Oh, il y en a eu plusieurs, mais d'abord, la première, j'en ai déjà parlé, c'est ce dérapage de la laïcité vers le laïcisme et cette intolérance qu'il y a, je trouve, qui n'est pas due aux frères eux-mêmes, il y a des gens très bien aussi, mais on sent vraiment dans les choix de sujets, dans les choix de société, etc., on sent vraiment un laïcisme qui m'est personnellement insupportable. Voilà, ça déjà. Et puis ensuite, avoir vu des Caroline Fourest ou des Klarsfeld venir faire leur tenue blanche, je ne suis pas rentré pour ça. Et puis l'hypocrisie qui consiste à dire qu'on n'a pas le droit de parler en loge de politique et de religion, mais finalement on voit que à chaque fois que la franc-maçonnerie intervient en tant que lobby, il faut bien le dire, ou que groupement pour peser sur quelque chose, c'est toujours politique et c'est toujours religieux aussi quelque part.
d'une manière détournée. Bon, la position de la franc-maçonnerie sur l'avortement, par exemple, bon, on sait très bien que la franc-maçonnerie a poussé à la loi Veil. Bon, ce qui ne veut pas dire que tous les francs-maçons soient pour l'avortement, ou en tout cas dans ces conditions-là. Mais ça, c'est par exemple, c'est un truc dont on ne peut que très difficilement parler. Donc selon vous, la maçonnerie a un véritable poids politique? Évidemment. Mais attention, quand on dit la franc-maçonnerie, c'est pareil, il y a plusieurs francs-maçonneries. La chose qu'il ne faut pas confondre, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont tellement assez de ce genre de société, et je comprends très bien, il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Il y a des loges initiatiques qui travaillent uniquement sur l'astrologie, sur les langues anciennes, qui ne font pas du tout de lobbying, etc. Il y a des gens qui s'intéressent à René Guénon, à Evola, qui font des choses très bien, mais ce que j'appellerais la maçonnerie de quartier, enfin la maçonnerie dont on parle, la maçonnerie du Grand Orient, la Grande Loge de France, du droit humain, bon, il se trouve que la plupart des frères et des sœurs peuvent avoir des avis très différents de la position qui sera choisie, on ne sait pas très bien par qui, enfin, mais en tout cas, lorsque la franc-maçonnerie intervient, c'est toujours à un niveau qui dépasse la plupart des frères ou des sœurs qui sont à l'intérieur, donc il y a très peu de discussions là-dessus. Parce que tout de suite critiquer ça, même de manière interne, c'est tout de suite être considéré quasiment comme un traître à la maçonnerie. Donc, mais enfin, normalement, on est censé être une société en évolution, donc on devrait pouvoir se critiquer soi-même. On peut le faire dans une certaine mesure, mais disons qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas toucher. Je veux dire, voilà. D'ailleurs, avez-vous eu des problèmes des problèmes, disons qu'en tout cas, oui, ça ne plaît pas, ça c'est sûr, et des problèmes, oui, alors maintenant c'est pareil, il faut toujours savoir que ça se passe par derrière, donc voilà, mais bien sûr, oui, des coups de téléphone, des annulations de contrats, etc. D'ailleurs, des gens que je poursuis en justice pour ça, parce que c'est totalement scandaleux. Je ne dis pas que ce sont tous des maçons, hein, c'est pas à ce niveau-là, c'est pas des frères ou des sœurs. D'ailleurs, j'ai toujours de très bons rapports avec beaucoup de frères et de sœurs qui ou sont partis comme moi, ou ils sont encore quelquefois, mais peuvent être tout à fait sympathiques. C'est pas avec les frères et les sœurs que j'ai un problème, c'est avec ce que je considère comme une langue d'Ésope, c'est-à-dire un double langage entre ce qui est censé être la franc-maçonnerie pour celui qui rentre sincèrement, et ce qu'on voit un petit peu plus tard. Voilà. Et par rapport justement au langage codé qui sont employés, avez-vous des infos à nous donner que le grand public ne connaîtrait pas? Langage codé, vous savez, évidemment, il y a des mots de passe dans tous les degrés, etc. Mais ce qui est un peu gênant, oui, c'est que la plupart des frères répètent des mots de passe qu'on leur a appris sans en connaître la signification. Il y a énormément de mots hébreux. J'ai pas rencontré beaucoup de frères qui parlent hébreu, en tout cas qui comprennent forcément le sens de ces mots-là. Ça vaudrait le coup, pour le coup, hein, de s'intéresser à tout ça. Moi, je l'ai fait. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je suis quelqu'un qui ne répétera pas un mantra ou un mot ou une phrase sans avoir pris connaissance de la nature, de ce que ça pouvait signifier. Et puis, il faut savoir qu'il y a aussi souvent pour un mot plusieurs significations. Presque toujours. Et quand on les connaît toutes, on n'est pas forcément d'accord. Voilà. Par exemple Par exemple, les significations d'innerie, même. Bon, il y en a 9. Bon, là, je ne peux pas vous les donner toutes maintenant, ce serait trop complexe, mais à un certain degré, on en révèle quelques-unes, mais pas toutes. Moi, j'ai cherché les autres. J'ai vu qu'il y avait la face visible, la face invisible. Presque tout est fait de cette manière. La plupart des mots de passe ont plusieurs significations selon les degrés. Et à partir de quel degré ça devient, comme vous le disiez, un peu obscur? C'est pas que ça devienne plus obscur, je dirais plutôt que ça devient plus clair. On peut dire que c'est un peu obscur avant, dans le sens où, bon, il n'y a rien de particulièrement choquant, on ne sait pas forcément très bien où on va, mais en tout cas, il y a d'abord très souvent des rapports très sympathiques avec les frères et les sœurs, et puis voilà. Enfin là, avec les frères, parce que j'étais dans une loge masculine. Mais je veux dire, ça devient plus clair dans certains degrés, quand on voit, par exemple, encore une fois, qui est invité, c'est quand même pas un hasard, qui est invité pour faire des tenues blanches. Les gens qui viennent faire des conférences pour les maçons, j'ai pas vu Tarek Ramadan, ou je sais pas qui, par contre, j'ai vu Forest, Lévy, Klarsfeld, bon, voilà. Alors, ils ont le droit. Mais
après, c'est peut-être la question aussi de savoir ce que les frères sont venus faire là. Donc, si ça leur convient, c'est leur droit. Et par rapport au fonctionnement d'une loge, comment ça se passe Il y a les obédiences, les loges, etc. Il y a divers rituels. Celui qui est le plus pratiqué, c'est le REA, le rite écossais ancien et accepté, qui a 33 degrés, mais seulement 3 grades, hein, c'est-à-dire apprenti, compagnon, maître. Voilà. Et après, vous pouvez aller dans d'autres grades, et c'est là souvent, effectivement, vous voyez d'autres choses. Bon, mais il y a aussi le rite écossais rectifié, le rite français, le rite émulation. Il y a différents rites, mais le plus appliqué au monde, c'est le rite écossais ancien et accepté. Il faut savoir que le 18e degré s'appelle Rose-Croix, n'a rien à voir avec les Rose-Croix. Il a été créé par les Jésuites. Le 30e degré qui s'appelle Kadosh, il faut lire Pike pour le coup pour se rendre compte que le triple K, Kadosh, 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 ça veut aussi dire autre chose. Bon, c'est censé être un rituel de vengeance de la mort de Jacques de Molay, c'est censé être un rituel templier. Personnellement, c'est pas le sentiment que j'en ai. Alors c'est dû aussi au fait qu'on peut l'interpréter comme on veut. Enfin, quand même des choses qui peuvent étonner. Et puis effectivement, presque tout est en hébreu à ce moment-là. Alors moi, je me suis intéressé pour savoir de quoi on parle, hein. Mais il faut savoir que beaucoup de gens vont simplement répéter des phrases toutes faites sans en connaître la signification ou la symbolique. Peut-on dire que la franc-maçonnerie est un lobby sioniste déguisé? Pour moi, oui. Mais ça n'engage que moi. Je ne l'affirme pas, je dis que c'est le sentiment que j'en ai, et c'est la raison pour laquelle je l'ai quitté. Vous allez avoir des problèmes. Vous me posez une question tellement directe que je suis incapable d'être malhonnête, je réponds. Je dis bien, c'est pour ça que je dis bien, c'est le sentiment que j'ai eu, je ne l'affirme pas. J'ai pas envie de me retrouver au tribunal pour rien, j'ai pas de temps à perdre. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu au sein de la maçonnerie? Ce qui m'a le plus plu, c'est quand même, pour les gens qui sont passionnés par le symbolisme, il reste quand même encore des symboles extrêmement intéressants, de la Grèce antique, de l'ancienne Égypte, des mouvements planétaires. Il y a des choses qui sont très belles, et puis il y a des gens intéressants, et on peut avoir de très bons rapports avec des frères avec qui on partage plein de choses, des lectures, etc. Donc un côté quand même très intéressant au niveau philosophique avec certaines personnes. Et ça, c'est effectivement, je pense, ce qui fait que beaucoup restent un peu avant parfois de s'apercevoir qu'il peut y avoir des choses un peu différentes. Mais il y a des gens très bien, et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ne se rendent pas forcément toujours compte de ce qui peut se passer. Voilà, mais il y a des gens surtout qui restent là parce que c'est devenu une habitude. On rencontre des gens régulièrement qu'on aime bien, souvent, avec qui on discute. Vous avez aussi des gens qui ont choisi de rester dans ce qu'on appelle les loges bleues, c'est-à-dire aux 3 premiers degrés, hein, jusqu'au degré de maître, c'est-à-dire ce qu'on appelle les loges bleues, c'est degrés 1, 2 et 3. Hein. Ce sont des gens qui fréquentent uniquement ces loges-là, et ils peuvent être très bien. Voilà, donc il y a plusieurs choix dans la franc-maçonnerie. Et par rapport au sujet abordé au sein de votre loge, par exemple, au fil des 10 années, vous avez abordé quels sujets principaux? Vous savez, c'est pas la question de ma loge, je ne vais pas parler de ma loge en particulier, c'est des sujets en général qui sont choisis par les obédiences, enfin beaucoup de sujets sur la transmission, sur... alors, évidemment, et ça, c'est un petit peu ça qui a commencé à me fatiguer un peu, sur la laïcité, mais enfin bon, une fois ça va, 2 fois ça va, et je vous dis, c'est là surtout où j'ai vu ce que je considère, moi, comme un dérapage entre, encore une fois, le respect de la croyance ou non-croyance de l'autre et quelque chose qui s'oriente vraiment quand même comme une méfiance systématique envers les religions, ou même parfois dans certains discours, pas forcément des discours de frères, mais des discours de gens justement dont je parlais tout à l'heure qui viennent faire des tenues blanches, on se rend compte qu'il y a une vraie machine de guerre en route, donc cette fameuse religion du XXIe siècle, qui nie absolument, qui est négationniste, on peut dire. C'est un terme qu'on peut utiliser aussi, ça changera. Attention. Voilà, oui, mais qui nie que la religion puisse apporter quelque chose d'autre que de négatif à l'homme. Voilà. Mais qui paradoxalement a pour idée d'en créer une autre. Voilà. Pour remplacer justement. Voilà. Et sur le plan professionnel, qu'est-ce que ça vous a apporté? Des emmerdements. Non, des emmerdements dans le sens où je dis, comme vous voyez, toujours ce que je pense. Donc
passe pour un emmerdeur, si vous voulez. Voilà, sinon, oui, j'aurais pu. Mais alors, si vous voulez me dire, est-ce que pendant les années où vous étiez franc-maçon, ça vous a servi à quelque chose pour votre carrière? Non, absolument pas. Ça, c'est un fantasme. Ou alors, que des frères puissent se renvoyer l'ascenseur, ça existe sans doute dans le monde des finances, des banques, des avocats et des juges. Faudrait leur demander. Des policiers, peut-être. Enfin, moi, je suis musicien, et non. D'abord, j'avais pas d'autres musiciens autour de moi, donc non. Pouvez-vous dire que la franc-maçonnerie a quand même été une bonne école spirituelle? Alors d'abord, pour moi, la franc-maçonnerie n'a pas du tout vocation à être une école. Et justement, elle ne devrait pas l'être. Pas du tout une école, c'est censé être une société de partage d'idées et d'échange d'idées dans le respect de celle de l'autre et d'espèce de compréhension de la complémentarité. C'est-à-dire on écoute toujours l'autre jusqu'au bout sans le couper, même si on n'est pas d'accord, et on essaie de voir si dans ce qu'il dit, il n'y a pas quelque chose qui peut, même si c'est paradoxal, être assez logique et finalement se relier à ce qu'on pense. Parce que très souvent, on dit les extrêmes se rejoignent. Ça, c'est un côté intéressant, mais c'est pas du tout censé être une école. La franc-maçonnerie, c'est pas très élégant, mais enfin c'est un peu comme un ver de terre. Hein. Vous le nourrissez avec ce que vous voulez, il change de forme, de couleur, selon ce que vous lui donnez à manger. Donc la franc-maçonnerie, c'est une structure avec des rituels symboliques qui est censée non pas apprendre quelque chose, mais développer la spiritualité. Voilà, c'est censé être quelque chose qui compense avec le monde matérialiste. Bon, c'est ça qui attire beaucoup de gens qui se sentent complètement vides spirituellement et qui ne veulent pas adhérer à une religion particulière. C'est peut-être là qu'est le piège aussi, c'est qu'au fond, pour quelque chose qui est censé être adogmatique, c'est tout aussi dogmatique que les religions. Donc il y a, voilà, puis il y a surtout, comme je le disais tout à l'heure, il y a une contradiction entre dire qu'on est adogmatique et avoir un dogme. Dogme rituel, donc voilà. Mais non, c'est pas censé être une école en tout cas, ça ne devrait pas être une école. La franc-maçonnerie n'a pas pour vocation de changer les gens. Alors maintenant, est-ce qu'elle les change? Oui, quand même, sans doute. C'est ça le problème. Mais, enfin pour moi, mais c'est pas une école. Il n'y a rien à apprendre. D'accord, bah sur ce je vous remercie et puis Je vous en prie. bonne continuation à vous. Merci à vous.